Nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre dernier opus consacré à l'emploi des seniors. Après avoir exploré le thème avec le regard de sociologues, de recruteurs ou de structures accompagnant les seniors, il nous manquait le regard de l'entreprise, dernière pièce du puzzle en quelque sorte. Et il n'a pas été facile de réunir des acteurs acceptant d'en parler. J'ai essuyé de nombreux refus. Les entreprises ne souhaitent pas communiquer sur le sujet, soit parce qu'il est touchy, soit peut-être qu'elles considèrent qu'il n'y a pas de sujet et que du fait de l'abondance de candidatures, elles sont légitimes à retenir les profils qui sont dans la pleine force de l'âge. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Éric Guillaume, qui, après une longue carrière dans le monde de la prévoyance, de la santé, de la retraite Arco-Agirc, est aujourd'hui président et fondateur de Virage Viager, acteur de la Silver Economy. Bonjour Monsieur Guillaume et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous. Est également présent Jean-Guy Caquet, avec qui j'ai travaillé plusieurs années sur différentes missions de conseil RH et qui est aujourd'hui le DRH d'Europlasma, acteur de l'inertage de déchets dangereux et de la production d'énergie renouvelable. Bonjour Jean-Guy. Bonjour Loïc, bonjour à tous. Notre tour de table aurait été incomplet sans la présence de Laurence Cohen-Solal, la personne qui a été à l'origine de ces épisodes, celle à qui j'ai proposé cette aventure audio en réponse à son post LinkedIn humoristique est devenue virale. Bonjour Laurence. Bonjour Loïc, bonjour à tous. Alors merci à vous trois d'être présents ce matin pour parler de l'emploi des seniors et de votre vision. Alors pour fixer un petit peu des points de repère pour nos auditeurs, même si le taux d'emploi des 55-64 ans s'est développé depuis une vingtaine d'années, c'est un des enseignements du rapport Belon, l'on voit qu'il y a quand même une difficulté, passé 45 ou 50 ans, à être en transition professionnelle et à retrouver de manière aisée un emploi. Alors je souhaitais voir avec vous si du côté de l'entreprise il y avait des craintes, des peurs et nous sommes là ce matin pour en parler. Alors je vous propose de vous présenter, rapidement vos activités en vous demandant déjà, Monsieur Guillaume, qui est Virage Viager, quelle est la spécificité de votre activité ? Merci de ce temps d'échange et merci à tout le monde. Notre métier aujourd'hui est un métier qui est relativement récent. La structure que j'ai la chance de piloter a une dizaine d'années et consiste, notre mission, notre ADN, c'est de donner du pouvoir d'achat aux seniors de manière à faciliter leur maintien à domicile, c'est-à-dire respecter les 94% de retraités qui veulent rester vivre chez eux. Donc, nous sommes fondamentalement proches des seniors dans notre activité. Ça, c'est un premier point et qui est un point vraiment majeur. Personnellement, j'ai passé toute ma carrière dans le monde des retraités et je pense qu'on fait assez bien, on essaie de bien faire notre expérience et de faire vivre notre expérience. Et là, on la met au service des retraités. Nous considérons que malheureusement, et on ne veut pas opposer les systèmes de retraite en France ou quoi que ce soit, où on ne veut pas opposer le domicile et l'EHPAD, surtout cette période de post-Covid. La question fondamentale, c'est si un retraité veut rester vivre chez lui, comment financièrement peut-il maintenir son pouvoir d'achat pour rester vivre chez lui sereinement ? Ça, c'est notre métier. Et donc, nous sommes tous les jours, dans mes équipes, confrontés à des seniors qui ont cette problématique de solvabilisation, cette problématique financière de comment essayer de mieux vivre. Et donc, nos contacts au quotidien, ce sont des seniors. Et l'objet de notre discussion, c'est comment on peut parler aux seniors. Et qui est le mieux placé pour parler aux seniors ? Oui, parce que pour raccrocher à la thématique de l'emploi des seniors, parce que là, vous envisagez les seniors comme étant vos clients, les bénéficiaires de votre activité de valorisation de leur patrimoine immobilier,
mais vous avez dans vos équipes les maillons, les représentants de votre activité, qui ont aussi un peu les cheveux grisonnants pour justement mieux s'adresser aux bénéficiaires de vos solutions patrimoniales. Tout à fait, Loïc. Effectivement, étant au service des seniors pour qu'ils vivent le plus longtemps possible sereinement à domicile, et la question s'est très vite posée, c'est comment on va mieux leur parler. Le cœur de cible de mon entreprise, ce sont les 75 ans et plus. Qui peut parler le mieux à un 75 ans et plus ? Eh ben, c'est quelqu'un qui pourrait être son enfant. Mais son enfant, il a 55 ans. Et donc, très très vite, je me suis attiré les compétences dans mes équipes, d'ailleurs d'anciens collaborateurs des caisses de retraite, des institutions de prévoyance dans lesquelles j'avais travaillé historiquement, mais je me suis attiré les compétences de collaborateurs qui ont plutôt plus de 50 ans, parce qu'ils sont plus à même dans la démarche de présentation de nos services, de comprendre les besoins, les volontés, les envies des 75 ans et plus. Je dirais, les seniors parlent aux seniors, c'est une question de tranche, mais on voit bien que là, la meilleure façon d'être en empathie avec quelqu'un qui a 75 ans, eh bien, c'est peut-être pas d'en avoir 25, mais plutôt d'en avoir 55. Tout à fait. Et j'en profite pour remercier Jean-Emmanuel Roux, fondateur de Tipeee Job, qui est le job board dédié aux 50 ans et plus, qui nous a permis cette mise en relation, puisque vous êtes, Monsieur Guillaume, client de Tipeee Job. Donc je coince un peu une dédicace à Jean-Emmanuel et à ses équipes. Maintenant, Jean-Guy Caquer, Europlasma. Qui est Europlasma et quel est l'intérêt pour Europlasma d'avoir dans ses équipes quelques seniors ? Alors, je vais juste faire un retour sur mon parcours personnel. Donc, j'ai, au travers de mon parcours, exercé des fonctions de consultant et de responsable des ressources humaines. Aujourd'hui, Europlasma est un groupe industriel qui propose des solutions de traitement de déchets comme l'amiante, l'aluminium ou des cendres volantes. Donc ça, c'est une partie technique. Les déchets rentrent dans une installation, ils sont broyés, ils sont chauffés et ils ressortent de façon inerte, à la fois pour la santé humaine et à la fois pour l'environnement. Parallèlement à cette activité donc de traitement du déchet, nous avons une activité de conseil auprès de clients sur l'implantation donc des lignes d'exploitation pour traiter des déchets industriels considérés comme dangereux. Les demandes des clients sont diverses et variées et fonctionnons pour répondre à cette demande comme un bureau d'études. Ça, c'est pour la présentation générique de l'entreprise. Comme tout professionnel RH, le recrutement est une activité importante, donc j'ai des besoins. Est-ce que dans ce cadre-là, je catégorise mes besoins et je fais un focus particulier sur les seniors? En tant que recruteur, je n'ai pas d'obligation, j'ai un besoin, je regarde quelle est ma ressource et notamment les seniors ont des profils qui m'intéressent lorsque je suis en position de conseil de clients qui me demandent soit une nouvelle technologie, soit l'adaptation d'une technologie à leur situation personnelle. Donc du coup, je dirais que la catégorie senior, pour moi, n'est pas un frein. À titre d'exemple, l'an dernier, nous avons fait plus de 20 recrutements. Je rappelle que l'effectif de l'entreprise est de 120 salariés. Et sur les 20 recrutements, l'âge s'est âgé entre 28 et 59 ans. Donc, on n'a pas d'a priori par rapport à ce que l'on appelle les seniors. Et au contraire, le fait d'avoir une expérience est plutôt quelque chose de positif et de rassurant vis-à-vis de nos clients parce que le senior va avoir travaillé dans différentes situations, va mieux appréhender un contexte global et donc la proposition technique qui en ressortira sera plus adéquate et en correspondance avec sa demande. Alors, merci pour ces deux exemples. Éric Guillaume va plutôt privilégier, je dirais presque faire une discrimination positive à l'égard de seniors pour mieux matcher
avec ses bénéficiaires et que de ton côté, Jean-Guy, tu dis pour certains postes, eh bien, l'expérience est indispensable. En plus, ça inspire confiance quand on met dans les mains d'un client une installation industrielle. Alors, comment expliquez-vous qu'il y ait quand même des difficultés pour les seniors qui sont en transition professionnelle, qu'il y ait quand même des craintes? Je pense que Laurence l'a bien vu, l'a bien expérimenté. L'entreprise est un peu frileuse par rapport à un CV expérimenté. Quelles sont les craintes que vous pourriez identifier, Jean-Guy, Éric et Laurence? Moi, je voulais juste intervenir sur les deux témoignages. Effectivement, ce sont deux témoignages un petit peu spécifiques où le senior serait plutôt bienvenu et tant mieux. Heureusement que toutes les entreprises ne ferment pas les portes aux seniors. Après, quand on écoute Éric Guillaume, c'est très intéressant, c'est qu'on entend bien qu'il y a deux catégories de seniors. On a le senior actif, 50 ans et plus, et le senior, entre guillemets, pardonnez-moi pour cette expression, inactif, sur une gestion de vie, on va dire, de retraités, et que pour s'adresser à cette cible-là, il faut des gens qui sont de jeunes seniors. Donc, on a déjà une distorsion de la notion de senior. Vous avez le jeune senior et le senior un petit peu plus âgé qui a des problématiques professionnelles complètement différentes. Et c'est là, je pense qu'en France, on a un souci, c'est qu'on va appeler de la même manière des gens qui ont des problématiques professionnelles complètement différentes. Le jeune senior de 50 ans ou de 45 ans et plus, lui, il a encore 10, 15, 20 années devant lui à travailler. Et celui qui a peut-être 75 ans et plus, lui, il sera plus sur la gestion de comment bien vivre sa retraite. Et c'est effectivement deux types de seniors, c'est-à-dire qu'on nous met sur le dos le nom de senior en ayant des problématiques complètement différentes, voire opposées. Si je peux rebondir, si je peux me permettre de rebondir effectivement sur les expressions de Laurence, on peut catégoriser, on pourrait donner des noms différents, et je le partage avec vous, qu'on pourrait donner des noms très différents à des problématiques totalement différentes. Il y a une double question à se poser eu égard à l'employabilité des seniors. Il y a la question effectivement du moyen financier, et on peut dire le jeune senior qu'il ait 45, 50, 55, tant qu'il n'a pas fini de payer entre guillemets ou de cotiser pour sa retraite, il a un besoin, et en plus il a peut-être besoin de fin de crédit, d'enfants qui sont toujours en âge de scolarité avancée, etc. Donc il a une problématique financière. Le même senior, sous le même mot, celui qui a 65 ans, ou qu'à 70 ans, il a aussi une problématique financière éventuelle, qu'il a fini de consommer son épargne qu'il avait mis de côté et qui dit comment maintenant je maintiens mon pouvoir d'achat. Et puis on en a d'autres qui ont des problèmes de comment je vais payer la maison de retraite de mon conjoint, qui ont aussi d'autres problèmes. Et à côté de cette question financière, nous avons en parallèle l'intérêt intellectuel, personnel, sociologique à avoir une finalité, à avoir un besoin d'existence, de reconnaissance, de lien social dans la société d'aujourd'hui, où tout le monde peut avoir ce lien et tout le monde peut avoir ce besoin. Et ces questions-là, effectivement, peuvent se gérer à la fois par tranche, par silo, mais on a vraiment cette question. Moi, aujourd'hui, sur la question de comment je peux servir une clientèle, je vais chercher des seniors, mais j'ai connu dans mes entreprises précédentes la question de comment on maintient le salaire d'un collaborateur qui a 50 ans, quand effectivement, et il faut se dire les choses en toute franchise, quand on sait qu'effectivement avec le GVT, ce qu'on emploie, et je pense que notre collègue en RH pourra très bien témoigner sur le sujet, le glissement de l'indice de salaire fait qu'à 50 ans, on se dit celui-ci nous coûte beaucoup plus cher que celui qui a 20 ans, et on va plutôt regarder celui qui a 20 ans parce qu'il coûte moins cher, il a moins d'expérience. On oublie qu'il n'a pas d'expérience et qu'il va pas, qui va moins apporter, mais il coûte tellement moins cher qu'on va préférer et on va licencier celui de 50 ans qui va se retrouver sur le chômage. Donc, effectivement, il y a des situations spécifiques d'entreprise. J'en ai une aujourd'hui. J'ai connu des situations précédentes où malheureusement, et vous avez parfaitement raison Laurence, l'employabilité d'un senior de plus de 50 ans peut vraiment poser un souci en matière économique à des entreprises qui oublient de penser qu'ils ont une vraie valeur. Pour rebondir sur ce que Éric vient d'évoquer,
En fait, en tant que recruteur, moi, ce que je recherche, c'est la compétence. Et donc, à partir du moment où la maîtrise de plusieurs situations professionnelles s'acquiert avec l'expérience, je n'ai pas d'a priori par rapport au fait que la personne soit senior. Les a priori que je pourrais avoir, ce seraient des a priori du type est-ce qu'il va maîtriser l'informatique? Bon, il faut rappeler quand même que l'informatique aujourd'hui a commencé dans les années 90, donc quelqu'un même qui a 50 ans a fait quasiment toute sa carrière en utilisant l'outil informatique. Il est certes peut-être moins performant sur les réunions, notamment en télétravail avec Teams, avec Zoom, etc. Mais enfin, la différence pour moi, elle n'est pas, c'est une différence technique. Donc, si j'ai une compétence que je peux trouver chez un profil jeune, je vais sélectionner bien sûr le profil jeune. Si je la trouve sur un senior, je vais sélectionner un profil senior. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'entreprise dans laquelle je suis, notamment par rapport à ses missions d'accompagnement ou de conseil, le fait d'avoir diverses expériences à l'étranger, c'est plutôt un profil qui se vend mieux puisque nous, derrière, on va revendre en fait, on va revendre comme font des prestataires des sociétés d'ingénierie, on va refacturer les heures aux clients. C'est-à-dire que pour calibrer un four ou pour calibrer une ligne de production, on va vendre X heures d'études et ces X heures d'études, évidemment, on s'appuie sur le salaire de base de la personne, plus une marge, etc. Donc, ça n'est pas l'aspect financier de la rémunération n'est pas forcément une barrière. Ce qui va être une barrière, c'est la capacité ou non de répondre et aller au bout de la mission qui nous est confiée par le client. Et là, c'est vrai qu'on prend plus de garanties avec quelqu'un qui a plus d'expérience qu'avec quelqu'un qui montait une usine. On fait rarement ça, même quand on est un ingénieur débutant, on le fait rarement en début de carrière. Donc, du coup, effectivement, nos rémunérations sont un peu supérieures à ce qu'on peut trouver sur le marché. Donc, je synthétise ce que vous avez tous les deux dit. En fait, la rémunération d'un senior, elle est d'un certain niveau parce que la carrière explique cela. Maintenant, il ne faut pas prendre cela comme un épouvantail. Il faut mettre en regard le profil dont on a besoin, la rémunération dont on dispose, faire à l'intérieur de l'entreprise une gestion des emplois et des compétences pour mettre les collaborateurs les mieux rémunérés au poste que l'on peut revendre quelque part avec la plus grande valeur ajoutée. En préparant cet épisode, je me suis rapproché d'un certain nombre d'entreprises qui m'ont refusé leur participation, mais j'ai une PME éditrice de logiciels pour le monde viticole et qui me disait « ce qui est menant, c'est la compétence. La rémunération, ce n'est pas un frein parce que lorsque nous avons un besoin, on met en regard un tarif et il nous est arrivé d'avoir des informaticiens qui ont un certain âge et qui répondent à notre besoin parce qu'on a un besoin de maîtriser des hards un peu anciens comme la S400 et qui sont d'accord sur le tarif annoncé. Il ne faut pas avoir forcément en tête que le senior demande forcément un tarif parisien. Il y a autant de personnes qu'il y a de situations particulières. Ça dépend aussi des secteurs. Par exemple, mon secteur marketing et communication est un secteur déjà saturé, quelles que soient les tranches d'âge. Dans mon secteur, il y a des seniors aujourd'hui qui acceptent de travailler pour des salaires de juniors. Moi, je ne souhaite pas le faire, honnêtement. Je refuse parce que pour moi, mon expérience a de la valeur. Mais je comprends que des seniors de mon âge et un peu moins ou plus âgés que moi baissent leurs prétentions parce que ça fait 2 ans qu'ils cherchent. Parce que ça fait 2 ans qu'ils envoient des CV tous les jours et ça fait 2 ans qu'on leur répond pas la plupart du temps, qu'ils voient très bien que dans certaines entreprises, dont je tairai le nom, mais pour lesquelles je ne postule plus aujourd'hui parce que c'est une insulte à notre génération, des 45 ans et plus, parce que systématiquement, on sera évincé des candidatures. Si je peux rebondir ce que dit Laurence, on a aussi des spécificités dans le monde, et vous l'aviez abordé d'ailleurs tout à l'heure, Laurence, dans la catégorie des retraités. Moi, grâce à Tipeee Job d'ailleurs, qui favorise l'employabilité des seniors, j'ai été amené à trouver des collaborateurs
que j'appelle dans la logique de notre entreprise des ambassadeurs, des gens qui nous représentent sur le terrain, géographiquement, là où j'avais pas un collaborateur en permanence dans une zone, ils nous représentent, et ils nous représentent parce qu'ils sont déjà aussi en retraite et ils ont besoin d'un complément de salaire pour maintenir un train de vie ou un niveau de vie que je n'ai pas jugé. Et ce complément de salaire, ils viennent le faire de manière ponctuelle, temporaire, pendant certaines périodes et pas pendant d'autres, qui correspond à leurs besoins et qui peut aussi correspondre à mes besoins. C'est-à-dire qu'en tant que chef d'entreprise, je vais leur dire, tiens, j'ai telle mission en ce moment, sur telle zone, ou sur telle semaine. Est-ce qu'un tarif qui est leur tarif, que l'on ramène à la périodicité, bien évidemment, et ça fait à la fois pour eux un complément de salaire, et ça fait pour l'entreprise une certaine souplesse d'emploi sur une zone géographique où elle ne pourrait pas employer quelqu'un en permanence. Et vous voyez que là, on arrive à trouver une adéquation qui est ni une baisse de salaire proprement dite, ni pour l'entreprise quelque chose qui est incommensurable. Je suis entièrement d'accord avec vous, Eric. Je pense qu'effectivement, une des solutions, ça va être la flexibilité de l'entreprise vis-à-vis de comment elle peut accueillir un senior. Parce qu'un senior, il a vécu, il a sa carrière derrière lui. Normalement, il est préparé et de toute façon, il n'a pas le choix dans cette césure. Le jour où il se retrouve à être sur le marché du travail à 50 ans et plus, d'envisager sa vie professionnelle différemment, avec des solutions où on va peut-être finalement être amené à être indépendant, et puis une partie indépendant et pourquoi pas une partie salariée à temps partiel, et avoir la rémunération que l'on souhaite et que l'on mérite finalement. Donc il faut que et l'entreprise et le senior aborde sa deuxième vie professionnelle peut-être différemment et avec peut-être plus d'agilité, plus de souplesse. La meilleure preuve que vous pouvez avoir, c'est que combien de cadres, notamment, qui se sont retrouvés dans cette césure, dans cette période dramatique d'un licenciement à 50 ans, ont tenté des expériences ou tentent des expériences et beaucoup réussissent et heureusement de l'entreprise individuelle et de créer leur propre entreprise. Et en créant leur propre entreprise, on sait très bien qu'on a une phase où on n'a pas le salaire d'avant et qu'on a d'aspiration de travailler pour le retrouver. Et cette flexibilité dans l'implication au travail et dans le salaire, et bien évidemment, beaucoup de cadres qui ont 50 ans et qui malheureusement ont été confrontés à un licenciement à cet âge-là, connaissent cette situation, redémarrer, rebondir. C'est pas un échec d'être se retrouver sur le licenciement à 50 ans. C'est un accident. C'est un accident, oui. Mais c'est pas un échec. La difficulté, c'est comment on va rebondir à 50 ans. Et c'est vrai que les entreprises, il faut qu'elles apprennent maintenant à considérer que les 50 ans et plus, beaucoup plus, 50, 60, 70 ans, beaucoup de personnes auront besoin de travailler à 70 ans parce que financièrement, leur retraite ne sera pas suffisante pour leur pouvoir d'achat. Eh bien, il faut que les entreprises s'adaptent. Et preuve en est, nous avons 17 millions de plus de 60 ans en France aujourd'hui. Moi, dans ma population cible, c'est 4,5 millions de gens de 75-85 ans, chiffre qui va doubler dans les 10 ans. On ne peut pas considérer l'emploi d'une nation en oubliant 30% de la population française. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup, moi, les axes de communication du gouvernement, un jeune, une solution. Je pense que le gouvernement, à un moment donné, va quand même être obligé de mettre un senior, une solution ou ce type de dispositif. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des choses qui sont faites pour les seniors, mais sachez une chose, c'est que ce n'est pas du tout communiqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'a pas voix de presse. Donc, c'est fait un petit peu sous le manteau, puisque moi, je suis contactée par des organismes qui sont visiblement payés par le ministère du Travail, donc que je ne paye absolument pas, mais qui m'accompagnent pour créer une entreprise, pour reprendre une entreprise si je le souhaite. Donc, il y a bien des choses qui sont faites. Par contre, on ne communique pas sur ces dispositifs. Pourquoi ? Je ne sais pas.
Moi, je souhaiterais revenir sur ce que vous avez évoqué tous les deux, Laurence et Eric, par rapport à l'organisation des entreprises et la possibilité qu'elles puissent aménager des parcours en fin de carrière avec des formes de temps partiel, soit vous avez évoqué des gens qui travaillent en tant qu'indépendants, etc. Je crois que aujourd'hui, la période de Covid, par exemple, a fait complètement exploser le télétravail. Donc, on voit bien aujourd'hui que les organisations évoluent, que le fait d'être en présentiel, en continu dans l'entreprise, même si, y compris d'un point de vue social, ça reste quelque chose d'important et de prépondérant. Et je vois, nous, quand on a mis en place, quand on a fait une enquête auprès des salariés, 70% des salariés qui avaient vécu le premier confinement en mars 2020 demandaient à ce qu'il n'y ait pas plus de 2 jours de télétravail par semaine. Bon, on voit que cet épisode de la pandémie oblige les entreprises à se réorganiser par rapport à des contraintes de présentiel ou de distanciel. Ce que Eric a dit par rapport à la compétence des seniors et ce que je prenais comme exemple sur le travail, par exemple, en bureau d'études et donc sur une mission, on peut très bien imaginer que ce type de travaux, ce type de mission, on a un ou deux dossiers pour un ou deux clients et qu'on se réunit une fois par semaine et on fait le point par rapport au dossier. Donc, je pense aussi que dans cette évolution des organisations des entreprises, on aura aussi une évolution de l'emploi des seniors. Une autre précision à titre personnel, j'ai retrouvé, je pense que l'expérience est un facteur positif dans le cadre de la fonction RH parce qu'elle m'amène à avoir une posture de recul dans le cadre de situations personnelles un peu tendues et que le fait d'avoir de l'expérience, c'est forcément un atout. Donc, pour moi, dans l'exercice de la fonction ressources humaines, l'expérience et la seniorité n'est pas forcément un frein. Je pense que ce qui peut intéresser les entreprises, c'est en quoi il est capable de développer le projet que j'assigne à la fonction, en l'occurrence pour moi à la fonction RH. Oui, vous avez une vision assez américaine du recrutement et même de la considération du senior. Vous parliez de télétravail. La France a découvert le télétravail avec la Covid. C'est malheureux, mais moi, je travaillais avec dans des multinationales américaines depuis les années 90. Le télétravail, c'était monnaie courante. Il est bien dommage qu'en France, on attende une crise sanitaire pour découvrir le télétravail. Bien, on a traité un point important qui était le tarif. Je voulais vous emmener sur un autre terrain. On a aussi comme représentation assez générale, collective, que les seniors, ils sont moins adaptables, ils sont moins performants, ils sont moins engagés que des personnes plus jeunes. Alors, vous, Eric, Jean-Guy, qu'est-ce que vous en pensez? Surtout, qu'est-ce que vous avez pu voir sur le terrain? Je serais amené quand même à distinguer deux, c'est encore un schéma, veuillez m'excuser, mais deux grandes catégories. On a une expérience qui est indiscutable aujourd'hui dans tous les métiers qui sont les métiers non seulement manuels, mais les métiers d'industrie, où on a effectivement une compétence, un savoir-faire, des éléments qui sont, vous prenez le travail du bois, vous prenez le travail du maçon, des métiers que je connais bien pour avoir pendant de nombreuses années travaillé dans le monde du bâtiment. Là, cette compétence acquise, c'est un savoir-faire qui est extrêmement transmissible par le parrainage d'ailleurs, et ça se produit aujourd'hui. Et ça, tout le monde reconnaît qu'il y a une vraie compétence des seniors. Jean-Guy le disait tout à l'heure, de la même manière, la gestion des hommes, c'est certainement le métier le plus difficile au monde. On le sait quand on a été RH, on le sait quand on est dirigeant de groupe, l'expérience est un vrai plus. En revanche, à contrario, c'est vrai, il y a des métiers où la technologie pousse certaines personnes plus rapidement vers la sortie que d'autres. Et que la notion du tertiaire est peut-être plus compliquée.
C'est vrai qu'il faut quand même reconnaître que je suis moins à l'aise avec certains outils aujourd'hui de techno que mes enfants qui ont 30 ans. Donc, il y a des choses où l'âge est un vrai plus. Et puis, manifestement, je crois que, notamment dans le domaine tech, il y a des éléments où ils sont plus adaptables parce qu'ils ont été plus vite confrontés à la solution. C'est pas que notre gingembre fonctionne pas. C'est que là aussi, il y a l'usage qui est facilitant et quand on pratique beaucoup, on est quand même beaucoup plus à l'aise. Je crois que c'est certainement la situation de la matière, notamment toute la technologie. Alors c'est vrai, je suis d'accord avec vous, Eric. Cependant, dans ce cas, puisque l'évolution de la technologie est si rapide, si handicapante quelque part pour les générations qui, entre guillemets, vieillissent, est-ce qu'on ne peut pas aussi penser à de la formation continue en entreprise de ces générations-là, avant d'avoir une fracture technologique? Ce que vous dites, c'est exactement ce à quoi je suis confrontée en entretien. C'est parce que j'ai 50 ans, je ne devrais pas connaître le marketing digital. C'est ridicule, vraiment ridicule. Je suis quasiment plus accro aux réseaux sociaux que certains ados. Je suis peut-être un contre-exemple, mais en même temps, c'est mon métier, ça me passionne et ça m'a toujours passionné. Je me suis toujours formée, je me suis toujours intéressée et je ne me suis jamais sentie has-been. Par contre, en termes de perception d'un RH ou on va même dire de la société en général, j'ai 53 ans, comment je connais TikTok? Pourquoi? Mais parce que c'est pour moi des supports pour communiquer. J'en ai besoin. Dans ma carrière, j'ai dirigé les grands groupes d'institutions de prévoyance. Vous venez d'aborder, Laurence, cette question de la prévention. De la prévention dans l'employabilité. Vous savez, et j'ai 30 ans de métier dans les institutions de prévoyance, le mot prévoyance, on le voit déjà de manière assez compliquée pour des questions de santé, de maladie, d'invalidité. Et je dis, on essaie de le voir, on investit, mais même dans ce domaine-là, pas suffisamment. Alors, dans l'employabilité, c'est très compliqué. C'est encore plus compliqué. Et il faut toujours avoir ce raisonnement, malheureusement, que tout ce qui est de la prévoyance, c'est du budget d'aujourd'hui pour une éventuelle consommation demain. C'est ça le principe. Or, malheureusement, tout le monde travaille dans un budget annuel. Et ce qui est de l'investissement, la prévoyance, prévoir les moitiés de demain, prévoir les accidents de vie de demain, et ben tout ce qui est de la prévoyance, c'est du pluriannuel, c'est du 5 ans, c'est du 10 ans, c'est du 15 ans, c'est du 20 ans en matière d'invalidité. Et bien malheureusement, les budgets d'une entreprise, mais même de la nation, ils sont tous malheureusement constitués sur une notion d'enveloppe annuelle. Preuve en est, quand vous demandez un avantage fiscal pour préparer demain la prévoyance, la santé, la maladie, voire l'emploi, on est à enveloppe fiscale constante, on est à budget constant, il faudrait que ça te rapporte cette année. Ben non, la prévoyance, la prévention, ça ne rapporte pas cette année, c'est un investissement pour demain. Encore faudrait-il vouloir avoir une visibilité ou une vision financière, de budgétaire, je dirais, totalement différente de ce que l'on a aujourd'hui dans notre pays. Peut-être. Enfin, sans doute, je suis d'accord. Après, vous avez chaque salarié a droit à un CPF aujourd'hui qu'il peut utiliser. Peut-être qu'il faudrait faire des campagnes de sensibilisation pour que les salariés se mobilisent peut-être plus auprès de leurs employeurs pour continuer à se former. Moi, je n'ai pas été très sollicitée par mes entreprises, les personnes qui m'employaient auparavant pour me former. Je me suis formée toute seule. Je voulais juste revenir sur un point, la question évoquée par Loïc. Est-ce qu'on n'a pas des problèmes de motivation quand on arrive à un certain âge? Est-ce qu'on n'a pas une forme de résignation? Est-ce qu'on n'est pas blasé par rapport à son activité professionnelle? Moi, ce que je serais tenté de dire par rapport à la fois à mon exemple personnel et par rapport à ce que je vois en entreprise, je crois que ce qui va motiver une collectivité de travail, qu'elle intègre des seniors ou qu'elle intègre des plus jeunes, ça va être le projet. Est-ce que dans ce projet, la mission qui m'est confiée a un intérêt pour moi et est-ce que je peux y trouver ma place ou non? Et donc, à ce titre-là, je dirais que c'est plutôt à l'entreprise d'intégrer
les outils qui vont lui permettre de générer un projet dans lequel les seniors comme les autres salariés auront leur place, plutôt que dans les grandes entreprises, comme l'a défini Eric, on est peut-être plus, tel que je le vois, c'est ma perception, on est peut-être plus dans une gestion de fin de carrière sur une activité qui va se reproduire à l'identique. Quand on est sur des activités de projet ou de mission, comme moi j'ai la chance d'être actuellement, la motivation d'un senior, elle est avant tout une motivation qui est liée à la curiosité technique, à l'envie de résoudre, d'apporter une solution à un problème posé par un client. Donc du coup, de mon point de vue, la motivation, enfin il n'y a pas de différence de motivation et c'est plutôt l'organisation qui ferait que l'envie ou l'engouement de la part d'un senior, et il faut savoir positionner. Nous, on a repositionné des gens, par exemple, qui avaient des expériences techniques, on les a repositionnés sur des fonctions transversales. Donc, du coup, ils restent dans l'entreprise, ils gardent le même titre, mais au lieu d'être dans un silo sur une dimension disciplinaire, et même sur une partie de dimension disciplinaire, là, on les fait travailler sur des projets en transversal pour partir sur le projet. Oui, donc Jean-Guy, il ne faut pas forcément coller une étiquette sur toute personne qui est dans une tranche d'âge, à l'entreprise de créer les conditions de la motivation, de l'engagement et de mettre la bonne personne au bon endroit pour que ce soit profitable aussi bien à l'individu qu'à l'entreprise et à ses clients. Jean-Guy, quelle est ta vision sur ce que le rapport Belon appelle le vieillissement actif, c'est-à-dire le fait que les entreprises, dans une vision de GPEC, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, se soucient de comment maintenir longtemps des personnes en poste, puisque comme le disait Éric Guillaume, démographiquement, la population vieillit. Et Eric le soulignait aussi tout à l'heure, aujourd'hui on a des parcours de vie qui sont parfois chaotiques et on a des gens qui arrivent au-delà de la soixantaine et qui n'ont pas fini de rembourser leur maison, qui ont encore des enfants qui sont en études et donc du coup des besoins beaucoup plus importants que ce qu'avaient les générations des années 60 arrivées à la soixantaine. Donc du coup on a des situations de salariés qui seraient en droit de faire valoir leur droit à la retraite et qu'ils ne le font pas par rapport à leur vie personnelle. Donc moi, je pense que le travail et les enjeux pour la fonction RH, c'est de dire on a une catégorie de salariés dont on sait que ils ont un intérêt à rester au travail, mais sans doute dans une forme d'organisation différente. C'est pour ça que tout à l'heure, je faisais appel ou je faisais cette correspondance avec le télétravail. C'est que je pense qu'aujourd'hui, on peut adapter au moins en partie des conditions d'organisation pour lesquelles on puisse accompagner le salarié dans sa fin de carrière, qui ne sera pas univoque et uniforme pour tout le monde et qui dépendra de son parcours de vie. Et ça, pour moi, c'est un enjeu d'échange entre l'ARH et connaître la situation du salarié, proposer aux salariés, comme ce que l'on fait actuellement, des réunions d'information à partir de 60 ans par rapport aux enjeux de la retraite, etc., qui sont d'ailleurs, Eric connaît ça sans doute beaucoup mieux que moi, qui sont organisés par tous les organismes de complémentaire santé qui proposent une journée de formation, voire un peu plus, pour qu'est-ce que je vais faire en retraite, quelles vont être mes ressources. La retraite, ça veut dire qu'on est plus actif ou au moins actif d'un point de vue professionnel, mais on n'est pas inactif pour autant. Donc, tous ces sujets qui sont traités par les organisations complémentaires santé. Donc, pour moi, il faut penser une organisation qui soit mieux adaptée. Et aujourd'hui, dans l'entreprise, on a des techniques et des formes d'organisation qui permettent pour moi un accueil et la prise en compte des gens que l'on considère comme seniors.
si je te résume, Jean-Guy, à l'entreprise d'avoir des modalités vraiment personnalisées, de faire du sur-mesure. Ce que je dis là, Loïc, ça vaut pour moi qui travaille en PME dans un effectif Mais voilà. relativement réduit, mais dans un grand groupe, voilà, je comprends que quand on fait un PSE ou un plan de départ volontaire, effectivement, on n'est pas dans la même problématique. Mais en tout cas, le fait qu'il faut accompagner parce que les situations de fin de carrière professionnelle sont tellement diverses aujourd'hui que si une entreprise veut savoir, je ne sais plus lequel d'entre vous, je crois c'est Eric aussi, qui a évoqué la notion de transmission que l'on a notamment dans tout ce qui est savoir-faire, y compris industriel. Quand on est sur un poste de travail et qu'on a la vision dans la salle de commande, ça c'est l'expérience qu'il apprend. Et c'est pas, enfin, le diplôme va permettre de comprendre, mais l'expérience va permettre de s'adapter à la situation. Voilà, ces éléments-là pour moi doivent être pris en compte et j'ai tout à fait conscience qu'ils ne le sont pas encore assez pris en compte aujourd'hui, notamment par nous, la fonction RH, mais c'est des dimensions pour moi que l'on doit travailler, c'est des enjeux, comme je le disais tout à l'heure, de la fonction pour demain, quoi. Oui, si je peux me permettre de rebondir sur la position de Jean-Guy, et qui est tout à fait juste. On ne peut pas raisonner, quand on est chef d'entreprise, même quand on est collaborateur, de la même manière si on est dans une PME de 20 personnes ou si on est dans un grand groupe. J'ai personnellement dans ma carrière connu les deux. J'ai une chance aujourd'hui et j'ai un vrai bonheur de diriger une entreprise qui a une petite cinquantaine de personnes réparties sur le territoire et j'en ai eu 4000 avant. Donc, il est évident que l'aisance du dialogue social n'est pas du tout la même. Et dans un grand groupe, si on veut aller vers cette souplesse inhérente à l'employabilité dont parlait Laurence tout à l'heure, de préparer, etc., il faut qu'on repense aussi le dialogue social. Ça va imposer de repenser le dialogue social, d'autant plus dans les très grands groupes. Parce que, mais personne n'aura le choix d'ailleurs, ni les chefs d'entreprise, ni les organisations syndicales, quel que soit le côté de la table donc elles se constituent. Il va falloir penser souplesse parce que, de toute façon, l'effet volume de la population, on parlait des 16 millions de plus de 60 ans, et l'effet volume de la tranche des 40-50 ans, c'est-à-dire les conséquences du papy-boom, ça fait quand même 80 ans qu'on sait que les gens qui ont 80 ans sont nés. Alors, l'oublier, c'est un peu simple. Donc, aujourd'hui, on n'a pas pu, ou financièrement, on n'a pas pu politiquement, on n'a pas pu socialement aborder ces problèmes, ces questions sur le fond. On le voit bien sur les réformes de retraite. Et pourtant, sur la question de l'emploi et la question du choc démographique et du choc social, il va falloir que ces problèmes viennent sur la table. Nous n'avons pas d'autre choix. Et parmi, il faut repenser le dialogue social qui sera différent dans une PME d'une grande entreprise. On ne peut pas être sur les mêmes accords, ce n'est pas possible. Et donc, plutôt que de subir cette nécessaire révolution, aux entreprises de l'anticiper. Si je peux me permettre, Loïc, ce n'est pas une nécessaire révolution. Nous sommes sur un mur démographique. Excusez l'expression quand on est en voiture, mais ce n'est pas quand on a heurté le mur qu'on voit que le radiateur fuit l'eau qu'on doit se dire qu'il fallait freiner. Et je pense qu'il faut freiner avant, parce que comme on est dans un phénomène démographique, de transition démographique, on est dans un phénomène de massification au sens statistique, actuariel, économique et autres, on n'a pas d'autre choix que de prendre ce problème, parce qu'autrement, c'est un très grave problème social que l'on va aborder et qu'on abordera d'une manière par populisme ou par la rue. Je n'ai pas à juger sur le sujet, mais c'est évident, de toute façon, on ne peut pas faire l'économie de ce sujet. Les gens qui ont 60 ans sont nés il y a 60 ans, et on connaît la volumétrie. Et ça, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, il faut qu'on aborde cette question. Donc il est urgent, Eric, de tourner le volant pour que les entreprises évitent le mur, qu'au niveau collectif, on évite une plus grande fracturation sociale. Et je voulais justement, pour peut-être recréer du lien entre les générations, aborder un dernier point que nous avions abordé tous ensemble lors de la préparation de cet épisode, qui est la transmission des savoirs. Depuis longtemps, on a, depuis le compagnonnage, le Moyen-Âge, on a eu une solidarité intergénérationnelle via la transmission des métiers, la transmission des savoirs.
Aujourd'hui, est-ce que c'est aussi présent dans la vie des entreprises? Est-ce que la digitalisation a changé un petit peu la donne? Quelle est votre vision des choses d'après ce que vous constatez au quotidien? C'est vrai qu'aujourd'hui, ce que tu appelais, Loïc, la digitalisation, l'enregistrement, tout ce qu'on appelle la capitalisation, pardon, permet aux entreprises d'engranger, d'avoir un historique, de savoir que tel projet a été traité de telle façon. Donc, il y a sans doute des éléments à reprendre. Sur la notion de service, c'est effectivement la transmission va plutôt être dans le savoir-être. Après, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure sur une ligne de production, quand on est sur des savoir-faire et des gestes ou des attitudes qui sont spécifiques, là, forcément, la transmission sera importante, même si on a des systèmes de cahiers de quart qui nous permettent de noter qu'il y a eu tel incident lors du quart précédent, etc. Donc là, et oui, il y a une phase d'apprentissage, mais je pense moins importante que ce que moi je voyais par exemple en début de carrière où un jeune arrivait sur le marché du travail dans le cadre du compagnonnage, il faisait son tour de France avec une production dans chaque lieu, etc. Je pense que la transmission aujourd'hui est peut-être moins importante. Le volume de choses à transmettre est peut-être moins conséquent et moins long dans le temps, quoi. Éric, vous avez un avis sur la question? Moi, je me refuse à l'intergénérationnel dans un sens. L'intergénérationnel dans un sens, ça veut dire qu'il appartient aux seniors de transmettre aux jeunes. Et pourquoi il n'appartiendrait pas aux jeunes de transmettre aux seniors ceux, et c'est Laurence qui peut certainement témoigner, là où ils sont a priori meilleurs. C'est-à-dire que pourquoi, dans ces grands plans que l'on a aujourd'hui d'apprentissage avec un maître qu'on n'appelle plus, que je suis d'accord avec Jean-Guy, le compagnonnage d'autrefois, mais pourquoi est-ce que là, on n'a pas cette logique de transfert de savoir? Pourquoi l'utilisation d'outils numériques qui sont a priori moins favorables aux plus anciens ne serait pas apportée aujourd'hui par les plus jeunes dans ces échanges de savoir? Et ça fait partie effectivement des droits à la formation. Et je crois qu'il faut qu'on développe de l'intergénération, mais dans les deux sens. Les deux générations doivent s'apporter. Le Covid a appris beaucoup de seniors qui ont 70 ans à communiquer avec leurs petits-enfants. Et bien, on voit bien que c'est les petits-enfants qui sont venus leur apprendre. Papy, je voulais parler avec toi. Et pour parler avec toi, il faut que tu appuies sur tel bouton. Alors moi, je suis complètement d'accord. On est venu beaucoup me voir, beaucoup d'étudiants sont venus me voir, surtout des étudiants en RH pour faire leur mémoire, parce que effectivement, cette problématique du senior les préoccupe déjà. Et je les comprends. Quand on écoute Éric Guillaume, on voit bien que la vague va arriver et qu'il faudrait que cette vague, elle se heurte pas à un mur, quoi. Donc, moi, quand on m'a parlé, vous ne pensez pas que la solution de l'emploi des seniors, ce serait le mentorat ou le tutorat? Je dis oui, si c'est un choix. À partir du moment où vous avez envie de transmettre, que vous pouvez le transmettre. Vous savez, c'est pas donné à tout le monde de transmettre. Il y a des gens qui n'aiment pas, qui ne veulent pas. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui aujourd'hui donne des cours de marketing, de communication. Même pendant mes cours, j'apprends encore de mes élèves. Et c'est ce qui fait la richesse de ces cours-là, c'est qu'il y a un véritable échange. Ils peuvent me diriger vers des pistes que je n'ai pas encore explorées. C'est là, je pense, et c'est ce que je disais la dernière fois quand on en discutait Loïc ensemble, la bombe à performance, elle est là. Elle est dans cet échange continu, permanent, entre l'expérience du senior et la nouveauté peut-être du junior qui va en apprendre autant au senior. Mais moi, ce qui me fait peur dans cette histoire de mentorat-tutorat, c'est de remettre encore une fois les jeunes seniors et les seniors plus âgés dans des cases. Ceci ressemble fort à un mot de la fin, Laurence. Merci pour cette conclusion. Merci à tous les trois pour la qualité de nos échanges de ce matin. Nous avons parlé des différents éléments par rapport aux représentations que nous pouvons avoir des seniors. Sont-ils trop onéreux? Sont-ils désengagés? Sont-ils technologiquement has-been? Eh bien, nous voyons que il y a des situations très contrastées qu'il ne faut pas généraliser et à l'entreprise d'être créative pour se saisir de ces enjeux démographiques.
Merci à vous, messieurs, de vos témoignages qui sont un exemple de ce que les lignes peuvent bouger. Et ceci mettra certainement du baume au cœur de nos auditeurs qui, pour certains, certaines, se trouvent peut-être un peu en difficulté dans une période de transition professionnelle peu aisée. Merci à nos auditeurs de nous écouter. Ça donne une raison d'être à ce podcast et nous sommes heureux si ça résonne à vos oreilles. Et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouveaux épisodes, toujours dans les thématiques ressources humaines. Au revoir. Merci à vous. Loïc. Merci Loïc. Merci Jean-Luc. Merci à tout le monde. Au revoir.